On va parler d'une émission qui a traumatisé, dégoûté, fait rire et choqué toute une génération. L'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Cette télé-réalité animée complètement folle où 22 adolescents débarquent au camp Wawanakwa avec un seul objectif en tête, survivre aux défis les plus dangereux et repartir avec 100 000 $. Entre les alliances, les trahisons, les humiliations publiques et les épreuves totalement absurdes, cette première saison de Total Drama Island, connue en France sous le nom de Défis extrêmes, a marqué toute une époque. Bon, c'est bon, on l'a vu, la surfeuse blonde. On peut passer à autre chose, là? Eh ben, il y en a une que ça énerve, la concurrence, on dirait. C'est un peu comme une parodie brillante des émissions de télé-réalité comme Koh-Lanta ou bien Survivor. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste parler des défis, on va voir ensemble l'histoire de la saison, du début à la fin, les moments les plus marquants, les éliminations qui font mal, les romances, les trahisons et bien sûr, qui arrive jusqu'au bout pour tenter de gagner les 100 000 $. Alors, installe-toi bien parce qu'on replonge ensemble sur l'île la plus choquante et la plus chaotique de l'animation. Si on devait résumer l'île des défis extrêmes en une phrase, ce serait une télé-réalité mais en dessin animé et poussée à l'extrême. Le concept est simple, 22 ados sont sélectionnés pour participer à une compétition sur une île isolée appelée Camp Wawanakwa. Louis! Non, je suis pas en train de rêver! Attends, là, c'est énorme! Sur le papier, ça ressemble à des vacances d'été, mais dans la réalité, au lieu d'un hôtel 5 étoiles, c'est un camp délabré, sale, dangereux et rempli de pièges. Sur l'île, on retrouve Louis Messier, l'animateur autoproclamé, très narcissique et manipulateur, ainsi que le chef qui ne manque pas de concocter de très bons plats aux candidats. Que dirais-tu d'une pizza aux sauterelles vivantes, garnie de sauce piquante à la méduse et d'anchois encore en vie? Ah, je déteste les anchois. Les candidats doivent survivre pendant plusieurs semaines à travers des épreuves physiques, mentales et parfois franchement humiliantes, avec à la clé 100 000 $ pour le gagnant. Au début, les 22 candidats sont divisés en deux équipes, les rongeurs malins et les carpes de l'enfer. Chaque épisode propose un défi, l'équipe gagnante est immunisée, l'équipe perdante doit éliminer l'un de ses membres lors d'une cérémonie au feu de camp. Le moment est culte, chaque candidat reçoit ou non un marshmallow. Pas de marshmallow signifie élimination et le perdant doit marcher jusqu'au fameux quai de la honte et quitter l'île sur le bateau des losers. C'est dramatique, théâtral et totalement exagéré. Quand je vous appellerai, venez et prenez votre chamallow. Celui qui... Recevra pas devra immédiatement se rendre sur le quai de la honte et monter à bord du bateau des losers. Voilà, ça y est, tu peux commencer. Le cœur du concept, ce sont les défis et ils sont volontairement extrêmes. On a par exemple sauté d'une falaise géante dans une zone infestée de requins ou encore construit des vélos à partir de déchets. Chaque épreuve mélange danger, humiliation, comédie. La série se moque clairement des émissions où les candidats sont poussés à bout pour faire de l'audience. Mais le plus intéressant dans le concept, ce n'est pas les défis. Bon, si quand même, les défis sont très intéressants. Ce n'est pas que les défis, mais aussi la stratégie sociale. Comme dans toutes les télé-réalités, les alliances se forment, les trahisons arrivent, les amitiés explosent. Certains candidats jouent honnêtement, d'autres manipulent, mentent, séduisent et sabotent. Tu crois que je pourrais essayer de draguer Simon? Ah non. Non, oublie ça. Ben pourquoi? Parce qu'il est dans l'équipe concurrente. Ah, et alors? C'est interdit. Formellement, je t'assure, les règles de notre alliance le stipulent. La série montre que dans ce type de jeu, être fort physiquement ne suffit pas, il faut être stratégique et parfois être prêt à trahir. Autre élément clé du concept, chaque personnage est basé sur un stéréotype adolescent.
On a le geek, la fille populaire, le sportif, la gothique, le gentil naïf, la manipulatrice, la brute et bien d'autres. Mais au fil des épisodes, ces clichés évoluent, les personnages deviennent plus complexes, on découvre leurs failles, leurs émotions, leurs contradictions. C'est ce mélange entre caricature et développement qui rend la série attachante. Ce qui rend le concept encore plus fort, c'est la mise en scène. Les candidats parlent directement à la caméra comme un confessionnal. Ils commentent les stratégies des autres, ils critiquent leurs coéquipiers. Brigitte, je suis désolé. Ah, j'aurais dû tout faire pour qu'il vote contre quelqu'un d'autre, même si tu sentais très mauvais. Tu étais aussi une menace pour les autres. L'animateur Louis Mercier est sarcastique, cruel et manipulateur. Il adore provoquer les candidats et créer des tensions. Tout est pensé pour ressembler à une vraie émission, mais en version cartoon déjantée. 22 nouveaux campeurs arrivent dans le camp et devront se battre dans des épreuves dangereuses pour remporter la somme de 100 000 $. Deux équipes sont formées, les rangeurs malins et les carpes de l'enfer. Dans l'équipe des rangeurs malins, on trouve Berthe, gentille mais envahissante, Edith, l'excentrique imprévisible, mystérieuse, théâtrale et souvent à côté de la plaque, Gontran, le bon vivant gourmand, toujours optimiste, drôle et attachant, Joël, la gothique intelligente et indépendante, Jordi, le geek maladroit, Justin, le mannequin narcissique, il mise tout sur son physique, Léchona, forte, franche et charismatique, Loïc, le musicien sensible, romantique, un peu naïf, Lucas, le mec avec toutes les allergies, Marie-Lou, la manipulatrice stratégique et Tania, la fan de mode un peu bébête. Dans la team Les Carpes de l'Enfer, on a Audrey, la perfectionniste autoritaire qui veut toujours appeler son avocat. Elle aime diriger, contrôler les situations. On a aussi Brigitte, la surfeuse zen et naturelle. Didier, le grand costaud au cœur tendre. Eva, la colérique explosive. Ézéchiel quoi. Harold, l'intello au talent caché. Hugo, le délinquant. JF, le fêtard sympathique, toujours positif et sociable. Catherine et Sandrine, les meilleurs amis pour la vie, les BBF quoi. Et Simon, le sportif mais pas trop, qui sortira avec Tania. Dans l'épisode 1, les deux équipes s'affrontent dans leur tout premier défi. Sauter d'une falaise de 1000 pieds, donc environ 300 mètres, dans une petite zone de sécurité entourée d'eau infestée de requins, puis construire un jacuzzi en bois. Une équipe se lie assez rapidement tandis que l'autre a du mal à coopérer. En fin de compte, les Carpes de l'Enfer perdent la partie, mais les remarques sexistes d'Ézéchiel ont poussé l'équipe à l'éliminer. Ézéchiel qui apparemment n'a jamais quitté l'île et n'a jamais accepté sa défaite. La saison de l'île des défis extrêmes est rythmée par des épreuves aussi absurdes que dangereuses. Dès le premier épisode, le temps est donné. Les candidats doivent sauter d'une falaise de 300 mètres. Puis vient le défi du sommeil, rester éveillé pendant plus de 80 heures, hallucinations, tensions, crise de nerfs. Eva finit par exploser de colère et quitte l'aventure. On a aussi la balle aux prisonniers. Et là, contre toute attente, Harold devient le héros de son équipe. On a par la suite le célèbre brunch dégueu qui oblige les candidats à repousser leurs limites. Jus de cafard, verre, les garçons tiennent bon et remportent une croisière de luxe. Le parcours militaire intensifie les conflits avec des trahisons lors des votes. Dans le défi d'horreur, Didier est éliminé après avoir paniqué et lors de la course de vélo extrême, c'est Tania qui quitte la compétition. Plus la saison avance, plus les défis deviennent individuels. Après la dissolution des équipes, ce n'est plus une question d'amitié, c'est chacun pour soi. Dès les premiers épisodes de l'île des défis extrêmes, on comprend que le jeu ne se joue pas seulement sur les défis, mais aussi sur les sentiments. Bon, je vais essayer. Tu peux y arriver. Ok. Hugo, t'as été génial. J'ai réussi.
Très vite, des couples se forment. Il y a d'abord Joël et Loïc, une relation douce, presque timide, qui commence à naître naturellement. Mais tout bascule quand Marie-Lou décide d'embrasser Loïc uniquement pour blesser Joël. À partir de là, l'amour devient une arme stratégique. Tout ce temps, je pensais qu'elle m'aimait. Elle a vraiment dit que ma musique était nulle. Peut-être que Joël trouve ta musique nulle, mais moi, je trouve que tu as beaucoup de talent, mon petit Loïc. De l'autre côté, on a Brigitte et JF qui représentent le couple le plus sain de la saison, du moins à mes yeux. Il n'y a pas de manipulation, pas de calcul, juste deux personnalités positives qui se rapprochent sincèrement au milieu du chaos. On a aussi la surprise Leshona et Harold. Personne ne s'y attendait et pourtant leur complicité finit par éclore. Leur histoire se conclut par un baiser mémorable sur le quai de la honte juste avant l'élimination d'Harold. Et j'ai vu une poitrine. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Tu as aimé? Tu es un homme? Tu as vu une poitrine? Leshona, je pensais chaque mot que je t'ai écrit dans le poème. Poème? Quoi? C'était toi? Non, c'est pas vrai. Oh, bébé! T'es bizarre, mais tu me plais. Avant de partir, donne-moi un baiser. Il y a également Tania et Simon, une relation plus discrète mais révélatrice des dynamiques du camp. Et puis, le cas compliqué d'Hugo. D'abord proche d'Audrey avant de développer une connexion inattendue avec Joël. Chaque rapprochement peut protéger ou trahir et très vite, les alliances deviennent aussi dangereuses que les défis eux-mêmes. Déjà, faudrait faire une pause sur une adversaire redoutable. Je pense que tout le monde sait déjà de qui il s'agit, Marie-Lou. Déjà, dès les premiers épisodes, Marie-Lou comprend une chose essentielle. Pour gagner, il ne faut pas être la plus forte, il faut être la plus stratégique. Très vite, elle s'impose comme la grande manipulatrice du camp. Elle vole le MP3 d'Eva pour provoquer son élimination, monte les candidats les uns contre les autres, utilise Loïc pour déstabiliser Joël et réussit même à obtenir une carte d'immunité spéciale. Marie-Lou ne joue pas avec ses muscles, elle joue avec les esprits. Sa plus grande opposition vient de Joël qui refuse de se laisser intimider et de Leshona qui voit clair dans son jeu et l'affronte sans détour. Cette rivalité structure toute la saison. Plus Marie-Lou avance, plus elle devient la candidate que tout le monde adore détester. Malgré la haine générale, elle atteint le top 3. Pourquoi? Parce qu'elle anticipe les votes, parce qu'elle gagne des immunités, parce qu'elle sait exactement quand mentir et quand se taire. Mais son arrogance finit par lui coûter cher. Lors de l'ultime défi aux vérités, elle refuse de se raser complètement la tête. Sa fierté prend le dessus et elle est éliminée aux portes de la finale. Marie-Lou est iconique parce qu'elle incarne la parodie parfaite de la candidate stratégique de la télé-réalité. Elle assume son rôle de méchante jusqu'au bout, prouvant qu'on peut presque gagner uniquement grâce à la manipulation. À partir du top 6, l'ambiance change complètement. Il n'y a plus d'équipe, plus d'amitié sincère, seulement la survie. La tension est à son maximum, chaque mot peut devenir une stratégie, chaque alliance peut se briser en une seconde. Et c'est là que l'émission frappe fort. Les anciens candidats éliminés reviennent au camp, mais pas pour encourager les finalistes, ils reviennent pour voter. Un retournement de situation brutal. Ce sont donc les ex-campeurs, certains rancuniers, d'autres vexés, qui décident du sort d'un des derniers joueurs. Et contre toute attente, c'est Leshona qui est éliminée. Une élimination choc. Elle était forte, respectée, redoutable, mais victime d'un système de vote mal compris et d'une accumulation de rancœur. Il ne reste alors que 5 candidats
Hugo, fidèle à lui-même, continue de provoquer le chaos, mais cette fois, ce n'est pas un vote qui le fait tomber. C'est le chef lui-même, épuisé par ses pitreries et son énergie incontrôlable, qui provoque son élimination. Hugo quitte l'aventure, laissant place à un carré final explosif. Puis vient l'ultime défi ou vérité. Un défi cruel, les anciens candidats proposent des épreuves humiliantes et le premier qui refuse est éliminé. Marie-Lou, la grande manipulatrice, arrive jusqu'à là grâce à ses stratégies brillantes. Elle a trahi, menti, manipulé et survécu à tout ça. Mais cette fois, son orgueil l'a trahi. Le défi final qu'on lui impose, c'est se raser entièrement la tête. Marie-Lou hésite, elle tente de négocier et puis elle refuse. Elle est éliminée aux portes de la finale. La grande finale oppose donc deux profils totalement opposés. Joël, la gothique déterminée, indépendante, stratégique, sans être cruelle. Et Gontran, le candidat drôle, naïf en apparence, mais incroyablement attachant. Le dernier défi est une course gigantesque à travers le camp, rempli de sabotage, d'obstacles et de chaos. Les anciens candidats sont là, certains pour aider, d'autres pour gêner. Tout peut basculer jusqu'à la dernière seconde. Et dans la version principale, oui, parce qu'il y a d'autres versions, dans la version principale, Gontran remporte les 100 000 $, prouvant qu'on peut gagner sans manipulation, juste avec authenticité et cœur. Moi, pour ma part, mon personnage préféré, c'était Audrey. Me demandez pas pourquoi, mais j'aimais beaucoup la vibe autoritaire, sûre d'elle, un peu sensible, et voilà. C'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, sinon, abonnez-vous quand même et laissez un commentaire. Ciao!